Bien le bonjour, Ravi de Lamas. On se retrouve sur les Calisthenics Science Podcast, toujours avec Alexandre, pour le 30e épisode du Calisthenics Science Podcast. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité. C'est un épisode assez classique, toujours des questions-réponses, mais on a pas mal de questions. Donc, ça va être un épisode possiblement assez long. Bon, après, il y a beaucoup de questions trolls auxquelles on répondra très sérieusement. Ça va vous régaler. Oh, tu m'as tué. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, impossible d'être sérieux quoi, avec les collègues. Alexandre, quelle question on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on va attaquer directement par la première question. On a pas mal de petites questions intéressantes, des petites questions sur comment est-ce qu'on fait pour être beau. Donc, on va faire un petit podcast sur nos secrets beauté. Aujourd'hui, on va pas être cosmétique, de coiffure. Non, mais sérieusement, on va arrêter avec les questions sur la beauté. On sait qu'on est beau, on n'a pas besoin de débattre à propos de ça. Et donc, on aimerait bien arrêter d'avoir ce genre de questions. Vous êtes des petits marioles. Je pense qu'à chaque fois que vous lâchez une question comme ça, du type comment on fait pour être aussi beau, vous vous dites ha ha ha, ils vont lire la question, ils vont sourire. Mais non, vous êtes 5 par podcast. C'est pas drôle. Ça va plus. Et ici, c'est un podcast de science très sérieux, donc on évite ce genre de sujet. La première question, donc c'est Ronan, notre fidèle auditeur. Je pense que c'est celui qui nous pose le plus de questions par podcast et sur le long terme. Sa première question, donc, c'est que pensez-vous de la diète ad libitum et chez qui est-ce que cela peut fonctionner? Je vais te laisser y répondre. Ouais, je sais pas, hein, je suis pas nutritionniste. Hein. Arrête tes couilles. Ordure, putain. Bon, bonjour. Alors, moi, chez Mac Nutrition, je connais pas ce que. Je suis chez Mac Nutrition, d'ailleurs, si vous regardez ça en vidéo, vous observez que j'ai un magnifique t-shirt. Mac Nutrition, MNU. C'est ma formation de nutrition qui me permet de devenir extrêmement intelligent et de vous coacher nutritionnellement pour vous prendre votre argent et vous rendre beau aussi, hein, vous rendre sec et performant. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la diète ad libitum? C'est la diète à volonté. Hein. Ad libitum, c'est-à-dire à volonté. En quoi ça consiste? Ça consiste à ne pas traquer, c'est-à-dire à ne pas mesurer, quantifier votre alimentation, donc manger sans compter. Mais du coup, pour que ça fonctionne, il faut avoir un petit peu d'expérience avec le suivi nutritionnel et orienter ses choix alimentaires vers certains groupes d'aliments, vers certaines sources d'aliments, etc. Alors, la diète ad libitum, ça a été, je dirais, popularisé, même si c'est toujours pas très connu, par Menno Henselman. Menno Henselman, c'est un coach qui est également le fondateur de la formation Bayesian Bodybuilding. Et lui, il est assez fan de la diète ad libitum et il la pratique lui-même. Bon, c'est pas une dinguerie, hein, la diète ad libitum, c'est pas de la magie, parce que bon, simplement, on pourrait dire que n'importe qui ne traque pas fait de la diète ad libitum, mais ça devient particulièrement intéressant lorsqu'on fait une diète ad libitum pour perdre du poids. Alors pourquoi? Parce que lorsque vous voulez perdre du poids, vous allez devoir être en déficit calorique, ce qui signifie que vous allez devoir dépenser plus de calories que vous n'en mangez, et au fil des jours, au fil des semaines, votre corps va vouloir compenser ce déséquilibre-là pour rester dans l'homéostasie. Du coup, va vous envoyer des signaux pour bouger un petit peu moins et manger un petit peu plus de façon à rester à maintenance calorique. Et du coup, souvent, si vous êtes peu expérimenté et que vous ne traquez pas, eh bien, vous allez finir par lentement, mais sûrement, revenir vers la maintenance calorique, malgré toute la volonté que vous avez. Alors, comment peut-on faire fonctionner une diète ad libitum? Eh bien, en orientant les choix alimentaires. Pour la satiété, parce que c'est ce qui nous intéresse lorsqu'on fait une sèche, hein, le but de la sèche, c'est pas de pouvoir sécher en mangeant ce qui est le plus délicieux possible, mais plutôt, pour la majorité des gens, de pouvoir sécher en ayant le moins faim possible. Pour la satiété, le but, ça va être de consommer suffisamment de protéines, parce que les protéines sont plus rassasiantes que les glucides et les protéines, que les glucides et les lipides, mais jusqu'à un certain cap, hein, jusqu'à une certaine dose de protéines. Les protéines ne sont plus davantage rassasiantes. Donc, satiété, 1, les protéines, 2, les fibres. Consommer suffisamment de fibres, ça va vous permettre d'améliorer votre satiété, donc de réduire votre faim, en plus de tout ce que ça importe au niveau de la santé de votre système digestif. Également, si vous manquez de fibres, vous avez davantage du risque de développer un diabète, bon, c'est pas ce qu'on veut, ou un cancer du côlon. Bref, mangez les fibres.
Mais là, on parle de satiété, je m'égare. Pour la satiété, il faut manger suffisamment de fibres. Donc, 1, protéines. 2, 3, volume alimentaire. Volume alimentaire, parce que dans votre estomac, vous avez des mécanorécepteurs qui vont remarquer lorsque l'estomac s'étend, lorsqu'il prend davantage de place. Et ça va envoyer à votre cerveau des signaux de satiété. Donc, pour qu'une diète à libitum fonctionne, il vous faut des protéines. Donc, orientez vos choix alimentaires d'abord vers des sources de protéines de qualité. 2, consommer suffisamment de fibres, donc via vos légumes, vos fruits, certaines céréales, des légumineuses également. 3, qu'est-ce que je disais? Je dis protéines, fibres, Et volume alimentaire, voilà. volume alimentaire. Ouais. Donc, suffisamment de volume. Bon, pour manger suffisamment de volume sans manger trop de calories, il va falloir se pencher vers des aliments qui prennent pas mal de place pour peu de calories, qui sont assez peu caloriques pour leur volume, ou assez peu caloriques pour 100 grammes, ce qui est sensiblement la même chose. Et après, on peut utiliser d'autres stratagèmes comme par exemple le jeûne intermittent, parce que le jeûne intermittent, ça va vous permettre sur une bonne partie de la journée de pas du tout penser à la nourriture. Ça peut être avantageux hein, parce que si vous vous dites bah, je commence à manger à 14h, bah, en quelque sorte, vous n'avez pas besoin de volonté pour ne pas manger ce que vous ne devez pas manger jusqu'à 14h, parce que de toute façon, vous devez juste ne pas manger. Quoi. Donc, exemple, si le matin, vous ne pouvez pas manger un tout petit peu, vous êtes forcé de manger beaucoup et beaucoup de brioche et Nutella, bah, simplement, une bonne alternative, ça peut être du jeûne intermittent pour simplement, en fait, bah, supprimer ce repas, qui est le repas qui vous empêche certainement d'être en déficit calorique. Bon, c'est un exemple, mais c'est le cas de certaines personnes. Chez pas mal de gens, le jeûne intermittent peut être intéressant si le matin, vous n'avez pas de bons choix alimentaires à faire. Et j'entends par bon choix alimentaire, consommer des protéines, quelque chose d'assez fibreux, quelque chose qui va vous apporter des micronutriments, etc. Par exemple, vous avez 16 ans, vous vivez chez vos parents. Le matin, il y a des chocs à pic avec du lait et du jus d'orange. Ça peut être une bonne idée de sauter au petit déjeuner, puisque ça restera un repas uniquement glucidique, qui ne va pas vous apporter beaucoup de fibres ou de micronutriments. Ça ne va pas vous apporter de protéines. Donc, niveau synthèse protéique, ça va être rien du tout. Ça va juste vous apporter des calories. Du coup. Ça va réduire votre budget calorique pour le reste de la journée. Bon, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de faire du jeûne intermittent. Bon, je m'égare, mais comment faire fonctionner une diète ad libitum? Bien. Attends, moi, j'avais peut-être un petit exemple pour la diète ad libitum. Donc, si vous connaissez un peu Meno, par exemple, ben, on va prendre un peu l'exemple de Meno. Donc, lui, sur une journée, enfin, ce qui a été un peu popularisé, je suppose qu'il ne fait pas ça tous les jours, mais par exemple, je pense qu'il fait le jeûne intermittent. Et ensuite, il commençait sa journée par se faire des WAPS protéinés avec une recette où il mettait des blancs d'œufs et même il est assez fan des édulcorants. Et du coup, il mettait des blancs d'œufs avec un peu d'édulcorant et ça lui faisait des WAPS et un peu de farine de sarrasin, je pense. Du coup, ça faisait des WAPS vachement moins caloriques que des WAPS qu'on peut trouver en magasin. Donc, je pense que des WAPS en magasin pour 100 grammes, on est autour des 300-400 calories. Et les WAPS qu'il faisait, bah, c'était pour 100 grammes, tu étais autour des 100 calories ou 150. Et avec une répartition beaucoup plus riche en protéines et glucides, qui était quand même plus intéressant. Et avec ça, il se faisait un chili ou quoi, donc il se faisait directement une grosse assiette à 1000 calories. Et c'était sur repas du midi, quoi. Et du coup, c'est vraiment ça, à limitum, il pouvait manger sans vraiment calculer ça. Et c'est un peu une manière de faire. Et avec ça, tu peux me rajouter pas mal de légumes et des choses comme ça. Et ensuite il se faisait un autre truc post-workout, comme ça, il avait quand même plusieurs prises de protéines. Et au soir, il se faisait de nouveau un repas un peu plus riche, par exemple des sushis. Je crois qu'ils en parlaient, mais à mon avis, ça c'est quand il se fait plaisir. Mais je crois que s'il cut, il va peut-être se refaire un peu le même style de repas. Et du coup, ça lui permettrait par exemple de faire 2 gros repas à 1000 calories, avec une petite collation très peu calorique, un peu avec certaines protéines. Et du coup c'est pas mal, c'est vraiment très intéressant pour perdre du poids. Donc voilà, c'est un peu un exemple de ad libitum, mais ça respecte un peu les 3 points clés que tu as dit juste avant. Ouais, Voilà, c'est juste pour. orienter son alimentation vers les fibres, vers les protéines, et vers ce qui est volumineux, de façon à ce que même si vous en mangez à volonté, vous n'explosiez pas votre budget calorique de la journée.
également. Et le jeûne intermittent peut fonctionner chez certaines personnes si ça convient à votre style de vie, parce que également ça va vous faire moins de repas. Et même si vous vous gavez sur 2 repas, bah, souvent vous consommez moins de calories. Vous consommerez moins de calories que si vous aviez étalé ça sur davantage de repas. C'est pas toujours le cas, mais souvent. Également pour lorsque vous avez des cravings, lorsque vous avez des fringales, vous pouvez opter pour, comme je le fais actuellement, bon, j'ai pas de fringales, mais je suis en train de consommer un Pepsi Max, un Max de zéro sucre, podcast sponsorisé par Pepsi. J'ai reçu mon shake parce que consommer une boisson avec édulcorant, bah, ça vous fera 0 calorie. Bon, ça fait du café également, ça vous fera 0 calorie, ça vous passera momentanément à la faim. Ça vous fera plaisir. Et puis ça vous fera tenir jusqu'à votre prochain repas. C'est mon cas parce que vous en saurez plus dans la vidéo de samedi, qui sort dans quelques jours. Je suis en train de sécher depuis 3 jours. Et je ne compte pas mes calories et je fais en sorte de consommer le moins de calories possible, justement en orientant mes choix alimentaires vers des protéines, des fibres et tout ce qui est très volumineux en général, tout en combinant ça avec un jeûne intermittent pour pouvoir juste faire 2 énormes repas. Et du coup, pas me sentir restreint sur ces repas-là, mais étant donné que je consomme des choses peu caloriques, qui prennent beaucoup de volume, qui apportent beaucoup de satiété, je maintiens quand même un total calorique très bas. Alors, la seconde partie de la question de Ronan, je ne sais pas si je l'avais dit, c'était chez qui ça peut fonctionner. Eh bien, ça peut marcher surtout chez des gens qui ont de l'expérience avec le tracking, donc qui savent ce qui est contenu dans une certaine portion d'un aliment. Euh, c'est pas quelque chose que je recommanderais chez des gens qui n'ont jamais traqué, chez des gens qui n'ont jamais fait une perte de poids avec succès, étant donné que on avance un petit peu à l'aveugle si on n'a pas d'expérience avec le tracking. Bon, ça peut être fait chez des personnes chez qui la perte de poids peut être facile au début, comme des personnes en, en cas d'obésité, parce qu'étant donné qu'ils ont une assez hausse maintenance calorique, et que possiblement que la faim va être moins un problème que chez les gens qui sont beaucoup plus secs, on peut commencer par une diète, je dirais, semi-ad libitum, parce qu'on peut ne pas traquer, mais quand même ajouter des, entre guillemets, restrictions, des objectifs à atteindre. Et l'avantage sera que cette personne va pouvoir perdre du poids, parce que les premières semaines de la perte de poids chez quelqu'un qui est en surpoids vont être assez faciles. Donc la personne va perdre du poids sans avoir le stress du tracking, parce que chez certaines personnes, ça peut être anxiogène. Donc, la diète à libitum, ça peut fonctionner chez des personnes en surpoids qui sont quand même encadrées par un nutritionniste, tel que Morgan Bernardo. Ça peut fonctionner chez les individus qui sont déjà avancés, qui ont une bonne volonté et surtout des bonnes habitudes. Et comme le disait Alexandre, qui ont entre guillemets des bonnes recettes, quoi, parce que on peut trouver des recettes qui sont très volumineuses, très protéinées, très fibreuses, qui contiennent assez peu de calories et qui pour autant vous plaisent quand même. Donc ça peut être par exemple des tips comme des nouilles de konjac qui contiennent, je crois, 3 ou 4 calories pour 100 grammes. Donc ça fait du volume. Ça vous fait manger quelque chose, mais c'est comme s'il n'y avait aucune calorie dedans. On peut utiliser des boissons sans calories aussi pour faire momentanément passer la faim, pour vous faire penser à autre chose. Vous pouvez et vous devez envoyer un maximum de légumes verts possibles, qui sont très peu caloriques, qui sont fibreux. Enfin, un maximum. Commencez progressivement par intégrer davantage de fibres. Sinon, votre système digestif va rien comprendre, mais progressivement, vous pouvez vous permettre d'aller chercher des assez hautes portions de légumes verts, qui sont peu caloriques. Vous pouvez abuser de beaucoup de viande blanche, qui vont être assez peu caloriques, assez peu protéinées. On rappelle aussi que les protéines, c'est le macronutriment qui a le plus gros TEF. Alors TEF, c'est Thermic Effect of Food. C'est les calories qui sont consommées lors de la digestion, de l'absorption, tout ça d'un macronutriment. Lorsque vous consommez 100 calories issues de protéines, vous allez avoir 20 à 30% de ces calories-là qui vont être consommées durant la digestion et l'absorption de cet aliment-là. Lorsque vous consommez 100 calories issues de glucides, vous allez avoir 10 à 20% de ces calories-là qui vont être consommées lors de la digestion et de l'absorption.
Et lorsque vous consommez 100 calories issues de lipides, vous allez avoir entre 1 et 3, 1 et 5% de ces calories-là qui vont être utilisées pour la digestion et l'absorption. Donc, c'est une énième raison pour laquelle les protéines, on peut vraiment les monter hautes sans pour autant... Enfin, ça va faire monter le total calorique, mais l'effet final est moins grand que si on avait augmenté le total calorique de la même valeur, mais avec un autre macronutriment. Donc voilà, sur une diète ad libitum, je le répète, privilégier le volume alimentaire, les fibres, les légumes, les fibres, les protéines. Trouver des habitudes que vous pouvez répéter tous les jours et qui vous permettent de restreindre votre total calorique. Par exemple, aller marcher lorsque vous avez faim. Par exemple, faire du jeûne intermittent, ça peut vous aider à gérer la faim. Consommer des boissons sans calories. Qu'est-ce que vous pouvez faire également? Commencer vos repas par beaucoup de légumes très volumineux. Des choses du genre. Donc, le diète ad libitum, c'est pour les avancés qui ont déjà de l'expérience avec le tracking, qui ont des bonnes habitudes. Certaines personnes en surpoids qui sont encadrées quand même un minimum. Et globalement, pour des personnes qui ne vont pas descendre jusqu'à un très bas niveau de body fat. Bon, je sais que Menon Selman, ce grand fou, il a parfois fait de la diète ad libitum jusqu'à 2 semaines d'une compétition de body, parce que c'est un monstre. C'est pas quelque chose qu'on recommande quoi, dans les dernières phases d'une préparation de compète de body. C'est quand même rassurant de traquer pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Yes, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Hein, il y a intérêt, ouais. Aucun. Il y a intérêt. C'est toi le nutritionniste. On a ensuite une question, si on a fini pour la question de Roland. Ouais. Une question de Devil of Strength, Instagram, qui nous demande, pour la prise de muscle, mieux vaut faire ces exercices de base sur barre fixe, entre parenthèses, parallèle / club bar, ou sur anneau? Je réponds. Hein. Donc, les exercices, j'ai cité un peu les avantages d'un par rapport à l'autre. Donc, quand je pense exercice de base, on va parler dips, traction, pompe, des rowing aussi, par exemple. Et tous les skills aussi, si on veut. Mais bon, bref, tous les exercices un peu plus qu'on utilise souvent, plutôt que les exercices d'isolation. Donc, est-ce que c'est plus intéressant de le faire aux anneaux ou à la barre? Sur la barre, ce qui est intéressant, c'est que on va souvent être un peu plus fort, entre guillemets. Donc, les anneaux seront plus instables, en fait. Et donc, on va souvent avoir une instabilité qui va nous faire perdre potentiellement un peu de force. C'est comme si on faisait du squat, par exemple, avec une barre. Et si on vous met sur un bosu, vous allez d'office soulever ou squatter beaucoup moins lourd. Et potentiellement, on sait que la charge est un très bon facteur d'hypertrophie. Et donc, ça serait la même chose avec vos tractions lestées. Si vous faites des tractions lestées à la barre, en général, vous serez plus fort, vous allez mettre plus lourd que sur des anneaux, et encore plus pour des dips, là où on sera en appui. Ça va être encore plus impactant. Faire des dips aux anneaux, ça sera un peu plus compliqué de mettre assez lourd. Maintenant, si on prend des variantes purement au poids du corps et qu'on compare, par exemple, une traction à la barre et une traction à l'anneau, à l'anneau, l'intensité sera quand même, vue à cause de la complexité, sera quand même plus importante et donc potentiellement stimulera un peu plus votre prise de muscle. Surtout que, donc je vais revenir aussi avec le point suivant. Et donc, même chose pour les dips. Donc, pour les dips, par exemple, si vous faites des dips sur barre parallèle, ils seront beaucoup plus simples que sur anneau. Et voilà. Donc, mais en dehors de l'instabilité, donc il y a l'instabilité qui peut être un peu plus intéressante au niveau de la barre et tout, parce qu'on va mettre plus lourd, on va mettre plus de charge. Et donc, on va pouvoir stimuler plus l'hypertrophie. Mais en même temps, l'instabilité va rendre l'exercice plus difficile. Et donc, ça peut être aussi intéressant d'un point de vue prise de muscle sur les anneaux. Et en plus de l'instabilité, il y a aussi tout ce qui est amplitude.
Donc aux anneaux, il y a une amplitude de mouvement qui sera quand même souvent plus grande. Donc on va pouvoir descendre un peu plus bas, on va pouvoir jouer sur d'autres parties. Donc par exemple sur les anneaux, on va pouvoir faire une adduction en plus, on va pouvoir faire carrément une pronation, une supination, on va pouvoir jouer un peu plus, même monter les anneaux plus haut. Par exemple à la barre, on sera souvent limité au niveau du menton, de la clavicule. Aux anneaux, on pourra aller presque jusqu'au pectoral. Euh, En plus, souvent, c'est aussi un peu moins glissant, on va dire. Ça permet plus, souvent, le corps de s'habituer à la barre, tandis que par rapport aux anneaux, c'est les anneaux qui vont s'habituer par rapport à votre propre membre, votre propre corps, on va dire. Et, euh, et donc, ouais, l'amplitude de nouveau, hein, donc si vous faites vraiment élargir les prises, vous avez une possibilité de variation beaucoup plus importante aux anneaux. Et donc là aussi, la variation, ça c'est aussi un des points très importants de l'hypertrophie. C'est que, par exemple, si vous faites toute l'année votre action sur une barre, ben, vos gains, à un moment, vont plafonner, entre guillemets. Tandis que si vous passez de la barre aux anneaux, ben, vous allez être un peu novice sur les anneaux. Et donc là, ça sera hyper intéressant de faire ce genre d'exercice. Et donc sur la barre, on va être assez limité en termes de possibilités. Donc on va pouvoir faire que des tractions, peut-être pronation, supination, quelques variantes comme omoplate. Tandis qu'avec les anneaux, on aura une multitude d'exercices qui seront plus importantes. Donc on pourra faire les tractions archées un peu plus facilement, les tractions mixtes qu'on pourra faire à la barre un peu moins facilement. On pourra quand même les faire. Par exemple, sur des barres parallèles, on ne pourra pas faire des dips ou des pompes bulgares, là où on va écarter ses mains vers l'extérieur. Donc, on va être un peu limité en termes de possibilités d'exercice, tandis qu'aux anneaux, ben, on pourra faire toute une variété d'exercices sur ces mêmes exercices, entre guillemets, de base. Et donc, finalement, si on pouvait s'entraîner toute l'année, moi, je choisirais clairement les anneaux du coup, parce qu'on pourrait faire un cycle de pompe normale, un cycle de pompe bulgare, et ainsi de suite. Tandis que sur la barre, on va peut-être être limité sur son année comme ceci, quoi. Et ensuite, bah, les anneaux ont vraiment l'avantage, c'est de faire plein d'exercices d'assistance qu'on ne serait pas tellement faire à la barre, comme des curls aux anneaux, des triceps extensions, qui seront un peu plus intéressants, des exercices un peu plus gymniques comme le skin de cat ou des choses comme ça qui sont plus accessibles aux anneaux. Et donc finalement, les anneaux sont quand même beaucoup, beaucoup plus de plus-value. Donc voilà, c'est un peu à vous de voir si vous avez vraiment des objectifs de force brute, bah, de force absolue. Bah, c'est quand même plus intéressant d'aller sur la barre pour être un peu plus fort, entre guillemets. Mais ça sera toujours intéressant de rajouter un travail d'isolation sur anneaux et par moment dans vos cycles justement d'hypertrophie, ben, peut-être passer sur les anneaux, même sur des exercices où vous êtes plus fort sur barre pour refaire de nouvelles adaptations et ensuite de revenir plus fort sur votre barre par exemple. Donc voilà, je crois que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire. Je te laisse rebondir dessus. Je vais voir si j'ai encore autre chose à rajouter. Ouais, je suis totalement d'accord. Donc, sur la barre, on est un petit peu plus fort. Donc, sur des mouvements comme le front lever, par exemple, on peut exercer souvent plus de force à la barre qu'aux anneaux. Donc, si on a un objectif de faire le front lever, ça peut être intéressant peut-être de faire ces tractions à la barre également. Pour la spécificité, même si je trouve que le terme spécificité, il est utilisé à tort et à travers dans le milieu. Mais bon, là, dans ce cas de figure-là, ça peut être un léger bénéfice d'effectuer votre action sur barre en pronation si vous voulez avoir un front sur barre en pronation. Comme l'a dit Alexandre, au niveau confort articulaire, les anneaux sont vraiment supérieurs à la barre. Donc sur le long terme, possiblement que vous allez développer moins de blessures chroniques, moins de blessures d'usure sur les anneaux plutôt que sur la barre. Après, sur les anneaux, il y a parfois, et surtout sur les exercices de poussée, davantage de risques de blessures aiguës, c'est-à-dire sur le moment, quoi. Parce que dû à l'instabilité, si on n'est pas préparé, on peut se blesser sur le moment, on peut se déchirer un pec, par exemple, sur un dips où on perd le contrôle, on peut se déchirer un biceps peut-être sur un pelican curl qui descend trop vite. Il faut faire attention au début et bien s'accommoder aux anneaux en commençant par des variantes
assez simple, et ensuite surchargé sur intensité. Les anneaux sont supérieurs pour l'isolation, comme l'a dit Alexandre, puisque ça nous offre davantage de variétés, comme les curls, les triceps extensions. On peut faire de l'oiseau pour l'arrière d'épaule avec des anneaux, chose qu'on ne peut pas faire avec un autre matériel, enfin, avec des haltères, mais on ne peut pas le faire à la barre. On peut faire des Bulgarian push-up, des Bulgarian dips, comme l'a dit Alexandre, qui sont des variantes de pompe et du dips, où on écarte les mains lorsqu'on est en position basse du mouvement pour attirer davantage le grand pectoral. On peut également faire du face pull, qui est très simple à faire, très pratique à faire aux anneaux et qui est impossible à faire à la barre. Donc globalement, pour l'hypertrophie, ce qui fonctionnera le mieux sera certainement un mélange des deux méthodes, selon ce que vous aimez, selon vos blessures passées et actuelles également. Vous allez pouvoir adapter votre sélection d'équipements. Donc par exemple, si vous avez eu un historique de golfer elbow, c'est-à-dire d'épicondylite médiale, c'est-à-dire de douleur à l'intérieur du coude, de tendinite, eh bien, vous allez peut-être plutôt opter pour les tractions d'anneaux que pour les tractions à la barre, parce que le degré de liberté est plus grand aux anneaux qu'à la barre. Et après, peut-être que, à l'inverse, si vous avez un historique de blessure d'épaule, peut-être que les dips aux barres seront, dans certains cas, plus intéressants que les dips aux anneaux, si les dips aux barres ne vous font pas mal, parce que dû à l'instabilité plus conséquente aux anneaux, eh bien vous risquez peut-être de connaître une blessure aiguë sur cette épaule qui est déjà fragile. Donc c'est à vous de voir, selon ce que vous trouvez le plus confortable. Et sur le long terme, le mieux c'est de se servir des deux hein, pour des raisons de variation. Alexandre a dit que ça peut être intéressant, une fois que ça fait longtemps que vous avez un même exercice, de le changer pour une variante qui ressemble un petit peu. Oui, ça peut être intéressant parce que différents exercices vont hypertrophier différentes régions différentes, si on peut dire ça comme ça, d'un groupe musculaire donné. Donc, je ne sais pas si ça fera une grande différence de passer de la barre aux anneaux. Par exemple, on a des études sur ça, sur la comparaison entre du leg curl et du soulevé de terre jambes tendues, l'activation et l'hypertrophie régionale des ischio-jambiers est différente. Bon, en grande partie parce que c'est pas les mêmes groupes musculaires des ischios qui sont sollicités de la même façon entre les curls et le soulevé de terre jambes tendues. Savoir que la courte portion du biceps fémoral, c'est-à-dire un des 4 muscles des ischio-jambiers, exerce uniquement la flexion de genou, donc c'est normal que sur un soulevé de terre jambes tendues, on ne la sollicite pas ou très peu, enfin juste dans son rôle de stabilisation. Bon, je m'égare un petit peu, mais c'est pour vous dire que sur le long terme, les meilleurs résultats d'hypertrophie s'obtiendront avec un petit peu de variation. Une variation au niveau des angles, peut-être aussi une variation au niveau de la résistance. Donc, des résistances qui vont apporter leur pic de résistance à un moment différent de l'amplitude. Par exemple, si vous faites uniquement des tractions, et bien sûr, les tractions, c'est un exercice où c'est le plus compliqué mécaniquement pour le grand dorsal lorsque les humérus sont horizontaux, donc lorsque vous avez les coudes devant vous. Alors qu'à l'inverse, sur un rowing, mécaniquement, c'est le plus compliqué possible lorsque vous avez les coudes le long du corps. Donc, potentiellement, que sur le long terme, les deux exercices se complètent au niveau gain de force et gain de masse musculaire. Donc, vous obtiendrez certainement vos meilleurs résultats via une combinaison des deux. Et on peut spéculer un petit peu pareil, une utilisation soit de la barre, soit des anneaux. Donc, conclusion, utilisez les deux selon les préférences, selon les blessures actuelles et passées. Et voilà, c'est tout. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit. Hein. C'est parfait, donc on va passer à la prochaine question. Donc il y a Julie Closson qui nous demande, selon la science, quels sont les bienfaits et méfaits du cannabis vis-à-vis de l'entraînement sportif? Bien, je ne suis pas très bien renseigné sur le sujet. Alors, quels sont les effets que vont avoir le cannabis? Eh bien, un premier effet, qui est d'ailleurs l'effet pour lequel c'est interdit dans beaucoup de sports, c'est que ça a un effet antidouleur en fait. Et du coup, ça nous permet de, possiblement, sur le papier, hein, de tolérer plus de douleur, ce qui pourrait nous permettre d'aller plus loin dans l'effort. Bon, en application, c'est souvent quelque chose qui se vérifie pas, mais c'est la raison pour laquelle ça te fait rater des tests antidopage, parce que c'est une substance bannie. Bon, alors déjà,
Qu'est-ce qui fait un produit dopant? C'est 3 choses. C'est ça, une est ergogénique, donc qui améliore la performance. 2, ça peut avoir des effets secondaires délétères. Et 3, c'est interdit. Bon, d'ailleurs, si vous y pensez bien, la caféine, il manque juste que l'on définisse arbitrairement que c'est interdit pour que ce soit un produit dopant, parce que c'est un petit peu ergogénique, parce qu'il peut avoir des effets secondaires délétères. Donc voilà, tout ça pour dire que la classification des produits interdits et pas interdits, c'est un petit peu arbitraire, surtout sur le dernier aspect, qui est si c'est interdit, c'est un produit dopant. Bon, le cannabis est interdit dans beaucoup de sports parce que l'effet ergogénique, c'est la tolérance accrue à la douleur. Bon, les effets néfastes, vous les connaissez, il y en a quelques-uns. Et bon, c'est interdit puisqu'on on a déterminé que c'était interdit, ce qui fait que ça peut être considéré comme un produit dopant. Alors, il y a certaines personnes qui se servent du... Merde, c'est pas le HMB, c'est pas le TH. C'est... Oh putain. C'est pas THC, c'est pas HMB, c'est... Allez, ça me dit quelque chose. Allez. Du CBD. Ah, je sais. Ouais, voilà. Ils se servent du CBD. Bon, qui est, je crois, une partie du THC, donc une partie de quelque chose contenu dans le cannabis, dans la marijuana, parce que apparemment ça réduirait les inflammations. Certaines personnes disent que ça soulage certains stress articulaires. Peut-être, parce que ça peut avoir un effet antidouleur. À ma connaissance, il n'y a pas eu suffisamment d'études dessus, donc je ne peux pas vous dire que ça fonctionne pas. Et le CBD seul est légal dans beaucoup de pays. Je ne vous recommande pas de consommer des produits à base de CBD parce que le contrôle de qualité est exécrable. Donc vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez dans le CBD que vous allez commander, que vous allez consommer. Et certainement qu'il y aura des taches pas des taches, des traces de THC dedans. Et du coup que vous allez rater des contrôles antidopage ou des contrôles routiers. Je ne vous recommande pas de tester des produits de CBD. Et bon, bah, pour le moment, on peut pas dire si c'est efficace ou pas le CBD. Et d'ailleurs, même s'il y avait un effet anti-inflammatoire, étant donné que l'inflammation a un rôle dans l'adaptation, c'est comme les douches froides, hein. C'est comme le chaud-froid, c'est comme des fortes doses de vitamine C. Il peut avoir un petit avantage sur la récupération sur le moment, mais étant donné que vous allez faire moins d'adaptation avec votre séance, sur le long terme, ça peut ne pas être rentable. Et j'avais une autre idée en tête. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, oui, alors en fait, souvent la seule population dans laquelle on voit un effet bénéfique à la consommation de différents antioxydants, antioxydants et ou anti-inflammatoires, ça dépend, c'est chez des personnes âgées. Étant donné qu'en fait, ils ont de base un trop haut taux d'inflammation, et du coup que ça peut être délétère à l'inverse pour l'adaptation. Consommer pré-entraînement ou post-entraînement, je crois que c'est pré-entraînement des antioxydants et des anti-inflammatoires, eh bien, ça va leur permettre juste de passer dans une fourchette de taux d'inflammation bénéfique pour au contraire adapter comme il faut. Mais chez une autre population que chez les personnes âgées, des produits anti-inflammatoires et antioxydants vont réduire l'adaptation. Parce que réduire l'inflammation, si l'inflammation est déjà dans une zone contrôlée, c'est réduire l'adaptation. Bon, je suis pas suffisamment renseigné pour le moment pour donner une réponse définitive sur les bienfaits et les méfaits du cannabis. Bon, étant donné que les personnes y réagissent différemment et qu'on n'a pas encore d'études correctes sur le sujet, en français du moins, et que je ne me suis pas penché sur la littérature anglo-saxonne, anglophone sur le sujet, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je vais aller chercher des choses sur le sujet pour apporter des réponses à ce bon vieux Jules Closson. Il y avait pas un vieux truc avec. Je crois que c'était Jean qui avait fait une vidéo de ça avec le cannabis qui ouvrait certains récepteurs et ça permettait de stimuler un peu l'hypertrophie. Je sais plus, je crois qu'il y avait peut-être un mécanisme. Mais à mon avis, il doit y avoir plein d'autres mécanismes inverses qui doivent changer le truc. Ouais. Mais j'avais entendu parler de ça et du coup, il avait montré une vidéo de Schwarzy qui fumait. Mais bon, après, je pense qu'il y a aussi l'effet psychologique. Hein, du coup, il y a plein de gens que ça fait du bien finalement. Mais je crois que dans tous les cas,
le bilan ne doit pas être si positif que ça. Ouais. Donc, je n'ai rien à vous recommander sur ça. Faites ce que vous voulez, quoi. Et le Calisthenics Science podcast ne soutient pas la consommation de caféine à des effets ergogéniques. De caféine. Ah, de cannabis, putain, je dis n'importe quoi. Parce que je suis en train de finir mon splendide de Pepsi Max. Le La bon chèque. caféine, on la soutient par contre, ça. Ah, ça, on aime. Hein. Ça nous régale, la caféine. Hein. Je vous le dis. Bon, Allez, next voilà. question. Qui est le plus beau de vous deux, Noddy Nelson? Noddy Nelson, pardon. Ça, on a dit qu'on allait pas y répondre et on vous laisse juger. Ok. Mettez votre réponse en commentaire pour le référencement. Un max de commentaires là. Un max de Si on attend les 100 commentaires, un max de partage. on fait un podcast spécial sur ça. Laissez tourner la vidéo en boucle. Comment faire pour bien ressentir le dos pour le front lever? Je ressens plus les abdos, moi, Noddy Nelson. Alexandre, comment on fait? On va faire une étude de cas. Donc, non. Bah, pour bien ressentir le dos, je crois que ça dépend un peu, ça ressent fort ça dépend fort des personnes. En général, la plupart des gens ressentent quand même le dos, car ce qu'on veut faire en front lever, c'est de faire une rétraction des omoplates, donc tirer ces omoplates vers l'arrière, les serrer l'une vers l'autre, abaisser ses épaules. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, on sera dans une bonne position pour que nos dorsaux soient raccourcis, donc contractés et donc forts. Et si ce mouvement est bien fait, en général, le dos va quand même bien trinquer. Et à partir du moment où tu fais ça, ben, tu as peut-être aussi certains d'autres muscles un peu plus profonds du dos qui vont rentrer en jeu. Parfois, c'est les trapèzes ou des muscles spinaux un peu plus profonds qui vont parfois aussi ressentir. Souvent, on voit des personnes qui font un front et qui n'ont pas forcément mal au dorsaux, mais juste après leur série de front lever, ils sont ouf, là je le sens vraiment profond, quoi. Et ça arrive aussi d'expérience. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont très très fortes, donc finalement leur dorsal sera plus facteur limitant, ce sera les abdos. Donc je pense à un ami grimpeur, par exemple, avec qui j'avais fait la vidéo où on avait été faire une petite vidéo ensemble. Lui, il ressent à fond ses abdos quand il fait des front levers. Pour certains, pour les gens de son niveau, bah, c'est presque plus le fait les abdos qui seront limitants. Et donc, ils utilisent le front lever pour travailler plutôt leurs abdos que devenir fort, entre guillemets. Donc, bah, peut-être qu'il y a aussi un manque d'abdos, tout simplement. Peut-être qu'il y a, peut-être qu'il y a une faiblesse aussi à ce niveau-là. Et donc, c'est eux qui lâchent, entre guillemets, avant tes dorsaux. Peut-être que tu es beaucoup plus habitué à faire des tractions ou que tu es assez nouveau sur le front. Et donc, à ce moment-là, tu vas avoir un peu plus d'abdos. Donc, bah, ta solution pour que tu ressentes un peu mieux ton dos, c'est peut-être de devenir un peu plus fort sur des exercices d'abdominaux, tout simplement. Deviens peut-être plus fort sur des relevés de jambes à la barre, sur du dragon flag. Et, en parallèle de ça, reste assez fort aussi sur tes exercices pour ton dos, de rétraction. Et donc voilà. Après, peut-être aussi, peut-être que quand tu fais des front levers, tu as tes hanches qui sont un peu plus basses et donc tu dois forcer en relevant un peu trop les genoux, en faisant une flexion de hanche plus grande. Et donc tu vas devoir engager un peu plus tes abdos. Il y a peut-être ça aussi, il faudrait analyser la technique. Il faut toujours analyser la technique, ce que tu fais en général et voir un peu ton profil pour voir comment on pourrait te conseiller au mieux. Donc c'est toujours difficile à dire comme ça, mais voilà, je pense que ce que j'ai dit doit tenir un peu plus, devrait peut-être te donner des pistes. Je sais pas si tu as une autre supposition, Morgane. Bon, je pense que les abdos, c'est quasiment jamais le facteur limitant sur le front. Et que peut-être que justement, en fait, il se sert beaucoup de ses abdos pour essayer de pailler un peu son front lever, pour essayer d'avoir vraiment le bassin en rétroversion, mais même genre les lombaires en flexion maximale pour avoir vraiment le corps, entre guillemets, en parenthèse, quoi, de façon à réduire un petit peu le levier, comme si
comme s'il avait un front lever piké. Et je pense qu'il y a des chances que Nilsson n'engage pas bien son dos sur le front. Peut-être qu'il y a une mauvaise position de départ, donc d'abaissement et de rétraction des scapulas. Bon, sachant que sur le front, on cherche à être en rétraction, mais c'est tellement dur qu'on finit en neutre. Mais si on cherche à être en neutre, on finit en protraction. Donc il faut viser une rétraction pour finir avec les scapulas en neutre, quoi, ni en protraction ni en rétraction. Donc, je pense principalement que c'est qu'il pourrait améliorer son recrutement du dos via une meilleure technique. Et ensuite, je pense qu'il utilise peut-être beaucoup ses abdos pour se faciliter la tâche, mais Ouais, à ça partir du, bénéficierait davantage d'améliorer sa technique et de devenir juste brutalement fort en traction. à partir du moment où ta rétraction est très très forte et que tu es presque en banana, tes abdos, tu les sens quasiment plus en fait. C'est limite si tu as tout, tant que tu sers bien tes quadrilles et tout, bah, tu as juste ton corps qui pend un peu dans le vide, entre guillemets, mais il va se retrouver à l'horizontale. C'est quasiment que tes dorsaux qui sont en train de travailler. Et donc c'est pour ça que la plupart des gens ressentent quand même pas tellement leurs abdos. Après, je pense que les gens qui font des front lever un peu plus en protraction, comme ça, oui, qui ont quand même une ligne correcte, mais qui servent un peu plus de ça, bah, ils doivent le ressentir sans doute un peu plus en abdos aussi. Mais voilà. Ok, alors. Lenny qui me demande comment tu es si beau, bah comme ça. Ok. Albert qui nous Merci. demande les singes ont-ils le meilleur potentiel pour les pull-ups? Alors c'est une question intéressante et c'est vrai. Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui font que les singes sont des très bons tireurs en général, genre qui sont Tireur de meilleurs, la enfin, ils ont un meilleur gâchette. potentiel de force en traction que nous. C'est dû déjà à deux choses, c'est leur insertion des scapulas qui sont plus adaptés, enfin la forme de leurs scapulas sont plus adaptées à la réalisation de mouvements au-dessus de la tête. Je crois que c'est au niveau de comment leur acromion est positionné aussi, donc qui fait qu'ils ils ont moins de chances de perdre leur supraépineux que les humains qui font beaucoup d'activité overhead. Donc, première chose, leur placement des scapulas est plus optimisé pour la performance de force de tirage verticaux. Et également leur grand dorsal, qui est le principal muscle sollicité lors des tirages verticaux. Hein. Le grand dorsal fait la rotation interne d'épaule, ça on s'en fout un peu. Ça fait aussi l'extension d'épaule et l'adduction d'épaule. Donc c'est le principal muscle sollicité sur les tractions. Ils ont des grands dorsaux, les singes, les gorilles, les chimpanzés, qui sont démesurés en termes de volume, en termes de proportion par rapport à ce qu'on retrouve sur la musculature humaine. Donc c'est la seconde raison pour laquelle les singes sont des très bons tireurs, donc très forts en traction. Il y a certainement d'autres raisons, mais les deux qui me viennent à l'esprit, c'est l'orientation de leurs scapula, qui sont, alors, je crois que tandis que pour ceux que ça intéresse, Frédéric Delavie en parle dans le livre Le Guide des tractions, que j'ai prêté, donc je n'ai plus sous la main. L'orientation des scapulas chez les humains, elle est davantage horizontale, alors qu'elle est davantage oblique vers le haut et vers l'extérieur chez les grands singes. Euh, donc ce qui fait qu'ils sont plus adaptés morphologiquement pour performer en tirage verticaux et pour grosso modo être à l'aise sur les activités avec les bras au-dessus de la tête. Et deuxième raison, ils ont des plus grands dorsaux proportionnellement par rapport aux humains. Troisième raison, ils ont aussi des moras inférieurs un peu plus petits aussi. Hein. Oui, voilà, les Donc, singes adorent skip le leg ils day, ces skippent le bâtards. leg day. Ils ont une très bonne, ils ont une très bonne force relative du fait Je me qu'ils ne fassent pas demande, de squat. un singe qui fait un front lever, ça sera intéressant à tester. Et faire un concours de traction contre un singe, moi je m'y risquerais pas. Mais peut-être un concours de dips, pourquoi pas. On va essayer d'entraîner les singes pour voir s'ils peuvent être balèzes en calisthenics. On va prendre des singes cobayes et on va voir. Et on va faire On va voir qui des, gagne. on va faire des compètes de street lifting ou ou de street workout avec nos singes. Chacun amène son singe et on voit ce qu'il met. Le meilleur coach de singe. N'importe quoi. Ça tourne mal. Ok, donc voilà, on va pas chercher à battre les singes. Ensuite, Euh, on a Kylian Bernardo, qui est mon frère, qui me demande pour ou contre le fromage à pâte persillée.
Aucun avis dessus. Le Calisthenics Oceans podcast ne se prononce pas. Je sais même pas c'est quoi ce fromage à pas de persillé. Fromage à pâte persillée. Bon. Fromage à pâte persillée, Wikipédia. Le fromage à pâte persillée ou à pâte à moisissure interne ou encore bleu sont les appellations appliquées à des fromages dont le caillé est ensemencé de féniculium. Ah non, aucun avis sur le fromage à pâte persillée. Aucun avis. Ok, donc next question. Donc c'est The Wheel of Strength encore aussi un fidèle auditeur qui me demande est-ce qu'on devrait adapter ses entraînements en fonction de ses horaires de travail? Par exemple, il travaille de 5h à 13h et parfois de 13h à 21h. Et il a remarqué qu'il a plus de mal à s'entraîner en force quand il doit s'entraîner au matin. Et donc, quand il s'entraîne au matin, il sent qu'il a un peu plus de mal à s'entraîner en force. Donc, à mon avis, c'est quand il fait son horaire du soir qu'il a un peu plus, qu'il doit essayer de s'adapter à s'entraîner au matin. Et donc, il demande s'il doit s'adapter et travailler plutôt en technique ou en hypertrophie au matin et essayer de privilégier ses entraînements en force l'après-midi. Donc, c'est une question assez intéressante, hein, parce qu'on a tous un rythme circadien, un petit rythme biologique, et à certaines heures, on a des hormones un peu plus présentes que d'autres. Et donc, dans un rythme circadien assez logique, je pense que c'était la testostérone qui était la plus élevée au matin. Et puis, en fin d'après-midi, je crois que je ne sais plus si c'était le cortisol qui était un peu plus élevé. Et puis, il y avait des hormones, mais c'était souvent, on avait étudié sur une population d'athlètes que c'était assez souvent plus intéressant de s'entraîner en après-midi. Mais le principal modificateur de ce rythme circadien et de la sécrétion d'hormones, ça va être l'heure à laquelle vous allez vous entraîner. Donc, si vous avez l'habitude de vous entraîner à un certain moment, le corps, naturellement, va s'adapter à être plus fort à ce moment-là. Et donc, voilà, le problème de Kevin, donc, c'est qu'il va devoir s'adapter. Et donc, s'il doit changer un jour sur deux ses heures d'entraînement, ben, c'est aussi une manière de. Il ne pourra pas faire ça tous les jours, mais il va quand même s'adapter à s'entraîner à la fois au matin et à la fois au soir. Mais c'est vrai que si on a l'habitude de s'entraîner tout le temps en après-midi et que du jour au lendemain, on va s'entraîner au matin, on va d'office moins faire. La performance sera d'office atténuée, voire diminuée. Et tandis que par exemple, si on a l'habitude de s'entraîner un jour au matin, un jour au soir, un jour au matin, un jour au soir, ben là, on va s'y habituer. Donc, il n'y a pas vraiment d'entraînement à privilégier. Il faudra juste que tu t'habitues progressivement à t'entraîner le matin, que ce soit en force, en hypertrophie ou en technique. Je pense qu'il y a certains types d'entraînement qui sont quand même plus propices au matin, peu importe l'habitude. Par exemple, le travail de la souplesse, c'est toujours plus facile au soir qu'au matin. Je pense que les travails d'endurance sont plus simples au matin, que certains travails techniques avec l'éveil mental et tout sont plus faciles aussi au matin. Par exemple, je pense que les handstands sont plus simples en matinée, mais de nouveau, c'est toujours des trucs théoriques et en pratique, ça sera toujours plus facile. C'est quand le moment où vous allez le faire, tout simplement. C'est juste une question d'habitude et si vous avez l'habitude de vous entraîner tous les jours à minuit, mais vous allez devenir tous les jours très fort à minuit, par exemple, peu importe votre horaire. Donc, c'est vraiment ça. Avec le rythme circadien, finalement, il n'y a pas tellement d'exemples. Donc, l'idéal, c'est toujours de manger en fonction aussi de son timing des aliments et des repas. Peut-être que tu as mangé aussi juste avant ou alors que ça change un peu tes horaires. Donc, ça c'est aussi à prendre en compte. Le stress aussi, est-ce que tu dois t'entraîner en vitesse ou non avant de travailler? Peut-être que ça te stresse aussi de devoir terminer un peu plus tôt et donc tu es un peu limité dans le temps et tu prends un peu moins de temps de repos. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et donc c'est un peu à toi de voir. Après, si tu sais d'office qu'en essayant, tu seras moins bon le matin et que tu sais qu'un jour sur deux, bah, tu
et que tu fais un peu de périodisation ondulatoire, bah, tu sais que tu vas essayer de faire peut-être le lundi, enfin, un jour où tu t'entraînes. Admettons, tu fais le lundi, mercredi, euh, ton hypertrophie et en fin de semaine ta force ou des choses comme ça. C'est vrai que tu pourrais t'adapter comme ça. Mais donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à raconter, à rajouter, Morgane. Bah, alors oui, en effet, on a tendance à être plus fort à certaines heures, plus alerte à certaines heures de la journée, etc. Bon, alors, il nous dit qu'il a plus de mal à travailler sa force, enfin, à exprimer sa force sur le matin que sur l'après-midi. Il se demande s'il devrait faire la technique pour l'hypertrophie le matin. Je pense que sur le long terme, ça ne changera pas grand-chose, mais s'il peut s'entraîner déjà, de préférence sur les jours où il travaille le matin pour pouvoir s'entraîner après, c'est mieux. Et les jours où il est forcé de s'entraîner le matin parce qu'il travaille l'après-midi et le soir, eh bien, il pourrait prendre de la caféine de façon un petit peu contrebalancer le fait que son rythme circadien n'ait pas envie de s'entraîner le matin. Mais bon, sinon, voilà, sinon il est pas bien, quoi. Pas bien d'avoir un rythme différent de jour en jour pour la performance et la santé, et même pour la composition corporelle. Étant donné que de préférence, ce serait bien de manger toujours ses repas plus ou moins à heure fixe, puisque c'est là qu'on a la meilleure réponse de satiété pour un repas donné. C'est aussi là qu'on a la production d'insuline la plus adaptée à ce qu'on a consommé. Donc pour la composition corporelle, pour la santé et pour la performance, c'est bien de manger toujours à peu près à la même heure et de s'entraîner toujours à peu près à la même heure. Donc s'il peut s'entraîner de préférence que sur les jours où il travaille le matin, c'est bien, comme ça il s'entraîne toujours l'après-midi. Et les jours où il est forcé de s'entraîner le matin parce qu'il travaille l'après-midi, eh bien c'est bien s'il prend la caféine. Donc au moins 3 mg par kilo de poids de corps. Donc s'il fait 70 kg, ça fera 210 mg de caféine. Peu importe la prise, que ce soit par café, par boisson énergisante, par gélule. Quand même peut-être une préférence pour la gélule, parce que comment on est sûr de la contenance, et on a suffisamment. Parce que dans le café, la contenance en caféine peut être très variable. Et dans les boissons énergétiques, il va falloir en consommer peut-être 2 canettes pour avoir un dosage décent pour la performance. Ouais. Voilà tout. On a une dernière question. Nous avons Yes. Alexis Gabory qui nous demande que pensez-vous des cycles dédiés à la flexibilité, comme en parle l'AppCode Fitness et comment les appliquer intelligemment. Alors, j'ai pas d'expérience avec ça, donc je vais poser la question à Alexandre. Donc, dans la Code Fitness, il ne parle pas vraiment spécifiquement de cycle de souplesse. Je pense qu'il peut. C'est quand si tu leur poses la question en privé, ils vont peut-être aller un peu plus dans le détail, mais en gros, dans leur programmation, c'est surtout sur le cycle de masse, d'hypertrophie, de masse, de force et de skill. Et en parallèle de ça, ils proposent 3 routines de souplesse à faire et en fait, il recommande d'éviter de s'assouplir vraiment dans l'hypertrophie, car l'entraînement va créer déjà beaucoup de dommages musculaires, et donc rajouter un stress en plus à cet entraînement-là peut être un peu contre-productif pour sa prise de muscle. On a plus de chances de se blesser en s'étirant et faire des choses comme ça. Donc, c'est vrai que cette approche-là est pas forcément mauvaise, car on s'en rend assez vite compte que quand on fait beaucoup de volume d'entraînement, on est toujours un peu sort, on va dire, toujours un peu courbaturé. Enfin, pas vraiment courbaturé, mais on sent qu'on a toujours travaillé nos muscles. Et naturellement, on est un petit peu moins souple. Donc, si on peut éviter de s'étirer vraiment et de chercher vraiment à progresser dans ces périodes, c'est quand même intéressant, même si ça n'empêche pas, il y a quand même de fortes chances de progresser en souplesse et en hypertrophie. Mais si on peut séparer un peu ces deux cycles, c'est l'idéal. Et ensuite, en force et en skill, ben là, on peut s'étirer un peu plus librement et vraiment chercher à progresser. Du coup, dans les routines qu'ils proposent, eux, ils ont juste une approche un peu type yoga, où on doit juste maintenir des positions assez simples, style 5 respirations et faire une ou deux séries par mouvement. Et on fait un peu une routine sur tout le corps qui va durer de 15 à 20-30 minutes. Et et cette routine-là, il la complexifie en fait. Donc, en cycle de masse,
Elle sera très très light, en cycle de force un peu plus intense et en skill un peu plus intense, mais c'est jamais très poussé, c'est pas encore des grosses routines, c'est pas avec ça qu'on va débloquer un grand écart, un pancake ou autre. Et donc, si on veut aller un peu plus loin là-dedans, bah, ils sont d'accord parce qu'il y a beaucoup, on n'est pas, il y a beaucoup de pratiquants qui ont des objectifs un peu plus complexes en termes de souplesse. Et, euh, et donc, c'est un peu libre à nous de le faire. Et c'est comme tout, c'est un entraînement en force, ça se périodise, ça se complexifie, et il faut le placer de manière adaptée, quoi. Donc voilà, dans la code fitness, ils n'en parlent pas non plus à fond. Et, et, voilà, je pense que si tu veux vraiment chercher à mettre des gros cycles de souplesse en place, il faut aller chercher son information ailleurs qu'avec eux. Après, très bien, alors, ici dans notre communauté, on peut leur poser la question sur le forum ou quoi, et ils vont quand même pouvoir donner de bons petits conseils, quoi. Et après, il y a aussi une chose, c'est qu'ils sont assez conservateurs avec la souplesse parce que une blessure de souplesse peut quand même être très 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 longue à réparer, parfois même plus longue qu'une blessure liée à un effort musculaire ou liée à l'entraînement, par exemple une condylite ou quoi. Parfois, il y a des blessures de souplesse qui se refont très, très, très difficilement, une fois qu'on se fait lors d'un étirement, qui se refont un peu plus, qui se refont beaucoup moins bien. Moi, je pense par exemple à une petite blessure que j'avais eue l'an passé à un muscle un peu pelvien trochanterien en dessous de mon fessier. Et ça a mis extrêmement longtemps à se refaire et ça survenait pour presque n'importe quel mouvement. Tandis que des petites gênes qu'on peut avoir lors de l'entraînement, ça peut passer quand même un peu plus vite. Et c'est un peu ça qu'ils avaient. C'est un peu pour ça, il y a encore d'autres blessures qui peuvent être plus longues à réparer aussi. Je connais quelqu'un qui il s'est déchiré une fois quand il était petit à cause il s'est tiré pour le grand écart en étant petit. Et sa blessure le gêne encore toujours aujourd'hui, quoi, alors que ça fait peut-être 10 ans qu'il a eu cette blessure. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'ils sont assez conservateurs avec ça et qu'ils font attention. Mais bon, maintenant, il y a plein de protocoles que c'est comme tout, hein, si on s'étire bien, qu'on met les choses progressivement en place, on peut éviter ce genre de désagréments. Donc voilà, si je pense qu'il y a des meilleures sources à aller explorer au niveau souplesse que, que là, parce que l'objectif principal, c'est surtout la force, tout simplement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Ok, bah, j'ai rien à ajouter spécialement. Ouais. Enfin, la souplesse, c'est souvent sous-estimé, quoi. Souvent pas pris au sérieux comme type d'entraînement, pas comme la force ou comme l'entraînement d'hypertrophie. Si on a des objectifs très sérieux de souplesse, bah, faut mettre ça dans des séances à part entière ou en début de séance, bien traquer ce qu'on fait, bien surcharger, faire suffisamment de volume et de fréquence dessus. Voilà. Être régulier, bien sûr, surtout. Ouais, je crois que c'est surtout la régularité qui paye le plus. Je crois que même si on s'amuse à pas forcément traquer et tout, mais qu'on s'étire quand même de manière très sérieuse pendant longtemps, les résultats seront quand même présents inévitablement. Donc voilà. Bon, voilà tout. On a traité toutes les questions. Il y a beaucoup de questions, mais on est allé assez vite dessus. J'espère que vous avez gagné au moins 5 points de QI avec cet épisode. C'était le 30e épisode du Calisthenics Science Podcast. Et voilà tout, quoi. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir, mesdames et messieurs.